Allez, les 18h, bienvenue dans le débrief, votre rendez-vous 100% national sur les antennes de FFF TV. On a rendez-vous tous les lundis à 18h à la même heure et la fin de saison approche, donc on a beaucoup de choses à vous dire. Vincent, comment ça va? Ça va très bien Manu, je te remercie. Pas trop ému que la fin de saison approche? Bah si, quand même, ça fait toujours quelque chose de savoir qu'on est quasiment sur la fin, mais on espère voir encore du foot tout au long de cette fin de saison et avec, j'espère, un beau barragiste. Exactement, la course au barrage, il en sera question bien sûr dans cette émission puisqu'on va voir tous les buts et toutes les réactions de cette 32e journée. L'entretien de la semaine, c'est Stéphane Lambez, le bison de l'US Orléans, qui va nous parler d'une carrière, il est vrai, pas comme les autres. L'affiche Canal Plus Sport avec un focus tout à fait particulier sur le match qui nous attend ce soir à 19h entre le Red Star et QRM, qui va valoir son pesant d'or. Et puis enfin, on vous dévoilera la liste des 3 nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois d'avril 2021. Je sais qu'ils sont nombreux chez eux à attendre bien sûr cette liste et on vous donnera bien sûr tous les détails. En attendant, petite info quand même à vous donner, on a rendez-vous sur les antennes de FFF TV le 17 mai prochain en direct de Clairefontaine pour remettre les trophées du national. Vous allez voir, on a un petit peu bougé les meubles et on va vous proposer une soirée d'exception. Alors notez ça bien sûr sur vos agendas le plus rapidement possible et même tout de suite. En attendant, 8 matchs disputés sur les antennes de FFF TV ce week-end. On en parle tout de suite dans le tour des stades. 8 matchs au programme de cette 32e journée sur FFF TV. En attendant l'affiche de ce soir, bien sûr, entre le Red Star et Quevilly en métropole. Et ce qui est à noter, Vincent, c'est qu'il n'y a pas eu d'annulation. Et ça, franchement, on touche du bois. Et on espère que ça sera le cas jusqu'à la fin de cette saison. Le premier résultat dont on va parler, c'est la victoire de Bourg-en-Bresse-Péronne devant Saint-Brieuc. 1-0. C'est officiel grâce au pénalty transformé par Guillaume Cousse. Son 5e but de cette saison. Bourg valide son maintien en national. Saint-Brieuc dit par contre adieu au barrage. Exactement, Manu. Les hommes d'Alain Pocha déjà avaient à cœur de stopper cette série de 2 défaites consécutives. Ils ont eu des balles de break après le penalty marqué par Guillaume Cousse, mais jamais en fait ils n'ont pu se mettre à l'abri face à des Briochins, eux qui ont vraiment tout tenté pour revenir. Alors tu l'as dit, avec ces 3 points, c'est vrai que les Burgiens maintenant sont sauvés et vont pouvoir travailler tranquillement pour la saison prochaine. Et les Griffons, quant à eux, effectivement, ils disent adieu à la course au podium, mais nous aurons régalé quand même dans le jeu tout au long de la saison. Exactement, et on l'a vu, Bourg a eu de nombreuses occasions dans ce match, aurait pu vraiment alourdir la marque. Un très très beau contenu en tout cas proposé par les hommes d'Alain Pocha. Et justement à ce sujet, vous vouliez revenir, Vincent, sur un garçon dont on a déjà pas mal parlé dans le débrief, un gardien qui nous impressionne, qui nous étonne, c'est Maxime Patier. Regardez plutôt ce très très bel arrêt façon handball. Attention, le hors-jeu, très intelligent de la part d'El Ouazzani encore. Avec Kouz qui remet El Ouazzani, la sortie, voilà l'arrêt, énorme arrêt du pied, tel un hockeyeur de Maxime Patier. Alors ok, handball, on a chacun bien sûr les références, mais les deux fonctionnent. Il vous a plu cet arrêt, Vincent? Ouais, parce que bien souvent, c'est vrai qu'on a tendance de s'extasier devant des arrêts en lucarne, des arrêts où on voit des gardiens s'envoler. Cet arrêt-là de Maxime Patier, moi j'ai adoré parce que c'est à bout portant et que le réflexe du pied il est juste génial et voilà. Et ça met encore en lumière le travail de tous ces gardiens. Exactement, bravo Maxime Patier parce que la saison elle est plutôt réussie, alors d'un point de vue global du côté de Saint-Brieuc, mais également d'un point de vue individuel pour ce gardien. Évoquons désormais la défaite du Sporting Club de Bastia sur sa pelouse d'Armand Cesari. Bastia qui a validé, on le rappelle, son billet vers la Ligue 2 mercredi grâce à la victoire de Villefranche sur le terrain d'Orléans. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Et justement, ils retrouvaient leur pelouse et ils sont tombés devant le FC Annecy. C'est Maïdienne El Jawari qui a offert les 3 points à son équipe à 3 minutes de la fin. Alors c'est là on peut voir en fait effectivement la différence entre une équipe qui joue sa survie, une autre qui est déjà sûre de monter en Ligue 1. C'est forcément humain, on relâche un peu. Alors forcément, les Bastiais, ils ont manqué de justesse technique, d'agressivité, face à une équipe d'Annecy morte de faim parce que son maintien n'est pas encore acquis. Elle reste sur une série de 9 matchs sans défaite. C'est une équipe qui tourne super bien, qui est capable aussi, elle, comme beaucoup d'autres, qui sont en difficulté d'aller faire mal à son adversaire direct. Pour ça que ce championnat de national est aussi serré. Et Annecy en est vraiment la preuve. Et on voit le changement de momentum parce que Bastia nous avait habitués à égaliser comme ça dans les dernières minutes. On a vu le but de Julien Le Cardinal de la tête qui a été refusé pour une position de hors-jeu. Vincent, on va focus aujourd'hui sur le héros, justement, on en parlait tout à l'heure, El Jawari, qui avait débuté avec la réserve bien sûr en début de saison et qui a peut-être offert 3 points déterminants en vue du maintien du fessé. Il répondait justement aux questions de Pavel Klozar. Sincèrement, beaucoup de joie et puis une certaine pression qui redescend parce que c'est quand même un match à enjeu dans notre course au maintien. Donc
vraiment une victoire qui fait du bien dans la tête des joueurs, dans la tête du staff, dans la tête du président ou de tout le club, quoi. Vraiment une victoire qui soulage. Ouais, je serais ingrat de prendre cet éloge uniquement pour moi. C'est vraiment un travail d'équipe et de longue haleine. Donc, c'est vrai que personnellement, je suis très content de marquer à cette minute-là du match, à ce moment-là du championnat. C'est un but très important, c'est clair, mais c'est vraiment un travail d'équipe. On est dans une bonne dynamique, comme vous l'avez dit. J'ai intégré cette équipe en cours de saison. Et puis, j'ai la chance d'avoir bien intégré, d'avoir un groupe qui ne se prend pas la tête, jeune, pas jeune, etc., qui intègre facilement, même pour les recrues, etc. Donc c'est une chance, ouais. Héros, oui, mais plein d'humilité, vous l'avez vu en tout cas avec ces très très beaux propos. On évoque une autre équipe qui a assuré son maintien, c'est le Stade Lavallois qui avait besoin de 2 points pour assurer son maintien et on a pris 3 face au FC Bastia Borgo. Les buteurs, on va les citer, le Bison Edson Seydou qui a ouvert la marque, Thomas Robinet inscrivait son 12e but sur penalty avant que Wilson Isidore ne réduise le score avec sa 14e réalisation. On y était, Vincent, au Stade Francis Levasseur, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le contenu? Les Lavallois en fait qui ont réalisé une entame de match parfaite, une entame de match même on n'a jamais vu en fait une aussi belle, quasiment jamais vu une aussi belle entame de match des Lavallois. Là, ils avaient vraiment l'envie d'aller se maintenir le plus rapidement possible. Ils ont défendu en avançant, ils ont eu des très belles phases de possession, ils ont ouvert le score. Et puis en seconde période, les Bastiais sont revenus avec de meilleures intentions, sans être réellement dangereux. Mais en tout cas, on a senti quand même que le discours d'Albert Cartier à la mi-temps avait certainement porté ses fruits. Et ce qui est malheureux pour eux, c'est qu'ils ont encaissé le second but. Dans une période où ils étaient en train de prendre le dessus, c'était sur un temps fort et puis derrière la réduction du score, la réduction du score de Wilson Isidore a dû certainement faire ressurgir de vieux démons du côté des Lavallois et surtout d'Olivier Frappoli. Mais voilà, encore une fois, des Bastiens en fait qui n'ont pas été assez conquérants pour aller chercher un maintien mathématique. La mauvaise nouvelle pour le FC Bastia Borgo, c'est que mathématiquement, ils ne peuvent plus atteindre cette barre, on va dire, symbolique des 40 points et devra peut-être attendre justement les décisions de la Fédération française de football concernant le nombre de relégués à l'issue de cette saison. Albert Cartier était forcément un petit peu déçu de la prestation de son équipe, mais il restait en tout cas plutôt philosophe. J'ai envie de dire que quand tu comprends la fragilité d'un métier comme celui de joueur, ou d'entraîneur d'ailleurs, tu comprends pourquoi il faut se remettre en question en permanence, et tout le temps. Et derrière une bonne prestation comme celle du week-end dernier, on fait une prestation pour nous insuffisante, voilà. Où on souffre notamment dans des domaines où on n'a pas le droit d'être inférieur à l'adversaire, c'est-à-dire la détermination et l'engagement. Et dans un match comme celui-là, qui est forcément un match où il va y avoir de l'engagement et de l'impact, on a montré des signes de faiblesse récurrents. Mon travail, c'est de trouver les ressources nécessaires pour que ces garçons-là restent déterminés, et je dirais motivés, mais la motivation, c'est de l'autodétermination pour remplir ces deux derniers matchs et nous sauver, on va dire, au moins sportivement et pas en tout cas sur un Covid qui serait pour moi, je pense, en tous les cas, je le perçois comme ça, comme un échec. La grande classe d'Albert Cartier, à son habitude, bien sûr, je pense qu'il a les leviers pour essayer de sauver le FC Bastia Borgo, Vincent. Ouais, parce que c'est un entraîneur qui a une grosse expérience, qui a connu ce championnat national, on le disait à son arrivée au Bastia Borgo, et puis surtout il a la poigne pour faire réagir ses joueurs. De son côté, Olivier Frappoli, forcément, savourait le maintien malgré une saison, il faut le dire, assez difficile. Oui, c'est un soulagement, parce que c'est vrai qu'après les 2 défaites en 3 jours à Sète et Boulogne, on était un petit peu inquiets, mais voilà, on a fait les choses bien, on a avec le président remobilisé tout le monde et on s'est donné l'objectif de gagner les 2 prochains matchs, chose qu'on a faite. Aujourd'hui, quand vous voyez la forme de votre équipe, est-ce que vous sentez un petit regret quant à le fait de ne pas avoir joué les barrages, de ne pas avoir pu les jouer jusqu'au bout? Non, il ne faut pas avoir de regrets. Après, vous voyez bien que le championnat est très serré. Aujourd'hui, il y a des équipes qui, la semaine dernière, on disait qu'ils faisaient un superbe championnat, qui sont aujourd'hui finalement derrière nous. C'est le national, à part les 2 premières équipes qui ont mérité leur montée, cette 3e place va être très disputée, mais si on n'est pas dans les clous, c'est parce qu'il nous a manqué des choses, tout simplement. Il y a beaucoup de supporters du Mans, Vincent, qui nous regardent, on les salue bien évidemment et on les imagine heureux parce que le Mans s'est relancé dans la course au barrage grâce à cette victoire 3-1. C'est pourtant Mathieu Ezikian qui avait ouvert la marque avant que Choplin, Bègue et Crasso en fin de match viennent entériner la bonne opération du week-end pour les Manceaux.
Oui, puis surtout avec cette seconde victoire d'affilée et ces 3 matchs sans défaite, les Manceaux effectivement peuvent encore y croire, hein, cette course au podium, d'autant que ils ont toujours un peu les cartes en main par rapport à ça avec leur match retardé dès vendredi. Alors ça n'a pas été forcément facile, hein, face à des Lyonnais qui ont été vraiment très courageux. Et tu l'as dit, cette ouverture du score d'Ezikian. Malheureusement pour les Lyonnais, pour y croire en tout cas, il aurait fallu ne pas encaisser cette élégation aussi rapidement. Et puis c'est ça aussi la différence entre une équipe qui retrouve sa confiance et du coup sa constance, et puis une équipe comme le Sporting Club de Lyon, et voilà, qui est dernière et qui manque d'efficacité et pour le coup à l'inverse de confiance. Exactement, le Sporting Club de Lyon qui fait la mauvaise opération, hein, qui est vraiment pas dans le bon wagon, en tout cas dans la course au maintien. On attend bien évidemment toujours les décisions de la Fédération française de football et ce COMEX extraordinaire qui devrait tabler notamment sur le nombre de descentes. Pour le moment c'est 4, hein, donc ils sont clairement dans la charrette, les hommes de Nicolas Lebellec. Arrêtons-nous quand même un instant sur un geste qui nous a beaucoup plu, un but qui vous a sans doute régalé. C'est le coup franc de Julien Bègue avec les commentaires de Maxime Bonhomme. Attention avec Julien Bègue qui va frapper. Elle est magnifique. Julien Bègue qui permet au Mans FC de mener 2-1 et d'espérer encore à la 3e place du championnat. Julien Bègue, alors Maxime Bonhomme, on l'a entendu, mais de très très loin. Oui. Hein. Le micro était un petit peu très loin de sa bouche, bien évidemment. On serait régalé davantage si on avait entendu Maxime Bonhomme comme à notre habitude. Julien Bègue qui répondait justement aux questions de Pavel Klose. Regardez un petit peu ses sentiments après cette rencontre. Ce que je retiens déjà, c'est l'égalisation de Jérémy Chopin, notre capitaine. Je pense que voilà, il nous a montré un peu le chemin, on va dire. Parce que voilà, il avait cette rage quand il a marqué le but, il saute plus haut que le gardien. Du coup, je pense que juste avant la mi-temps, ça nous a fait du bien, parce qu'on rentre à la mi-temps avec un partout. Et dans les vestiaires, voilà, on a dit, voilà, il faut qu'on a cette rage, il faut qu'on lâche rien. Et au retour des vestiaires, c'est tous les mecs, je pense, se sont mis au niveau de Jérémy, au niveau de l'engagement et tout. Et ouais, c'est un bon travail d'équipe, on va dire. Déjà, à la base, moi, je le prends la balle, il y a la faute sur Gopé. Ensuite, moi, je prends la balle pour le tirer. Après, on a eu une discussion avec Bilal. Lui aussi, il voulait le tirer. Et il disait, c'était plus pour un gaucher. Et je lui ai dit, bon, t'en fais pas, laisse-moi tirer. Laisse-le-moi et on verra la suite. Et du coup, bon, on se met d'accord. Du coup, je prends la balle et je ne pose pas de questions. Et derrière, je la frappe fort côté gardien. Et tant mieux. J'aime bien ces petites infos coulisses comme ça, les discussions avec Bilal Brahimi bien évidemment pour savoir qui va tirer. Mais finalement, ils ont fait le bon choix, même si Bilal Brahimi nous a régalé. Il aurait pu la mettre aussi. Ouais, dans ce registre, en effet, on peut lui faire confiance. Évoquons maintenant, Vincent, l'équipe de la semaine. Même l'équipe du mois et peut-être même l'équipe de cette année exactement 2021. C'est Villefranche qui poursuit son chemin vers les barrages, mais s'est fait peur quand même contre Avranches malgré 2 buts autour de la demi-heure de Maxime Blanc et Timothée Toflib. C'est l'inévitable Asdin Ounahi qui avait réduit la marque avant la pause. Ouais, alors ils enchaînent, hein, et cela maintenant depuis 9 matchs. Et que plus personne ne peut les bouger. On ne sait plus comment faire pour les prendre des points contre Villefranche. Alors encore une fois, cette équipe a été très solide défensivement et chirurgicale devant. C'est, on l'a dit, la meilleure équipe, la meilleure formation sur la phase retour. Elle a encore 2 matchs à bien négocier, peut-être 4 avec les barrages pour aller au bout de son rêve. Et on voit, hein, que même lorsqu'elle subit, elle peut compter sur un JC Boué tout simplement impérial. Exactement, Jean-Christophe Boué qui nous a gratifié, je crois, d'un double ou triple arrêt, oui. Notamment en deuxième période, qui a bien sauvé les meubles en tout cas. Et du côté de Villefranche, il y a des hommes d'Hervé Della Maggiore. Parlons du milieu de terrain, parce que c'est vrai que Vincent, on a tendance à le dire. Alors, on le disait beaucoup aussi également pour le Red Star, je continue bien sûr de le penser, mais notre avis sur le milieu de terrain de Villefranche, c'est qu'on a sans doute peut-être les 3 meilleurs milieux, ou en tout cas la meilleure association dans l'entrejeu du championnat national. Et c'est pour ça qu'on est allé voir Rémi Sergio, qui a été encore excellent ce week-end, l'une des pièces maîtresses de ce qui est sans doute, je le disais, le meilleur milieu du championnat. Il répondait aux questions de Pavel Klose. Confiant, on peut que l'être quand on voit notre dynamique. Après, voilà, il faut pas confondre confiance et suffisance, je pense. Donc, c'est sûr qu'on est confiant, mais bon, on sait que le prochain match, voire les 2 prochains, seront très déterminants. Après, un changement, oui et non, parce qu'on a toujours eu la même philosophie de jeu, c'est-à-dire repartir par le gardien, avec nos 3 centraux qui sont des bons joueurs de foot, qui sont techniquement, ils sont à l'aise. Après, voilà, ce qui a changé vraiment, je pense que
C'est juste qu'on arrive à. Ben, c'est le plus dur, vous allez me dire, mais c'est comme les débuts, quoi. Avant, les situations, on les avait, comme je vous dis, et à tour de rôle, on ratait des choses plus ou moins faciles ou même des choses difficiles, mais on ratait, on n'était pas efficace. Et c'est vrai que mais la philosophie de jeu, elle a jamais changé. Après, c'est juste que voilà, quand on a eu des victoires, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais bon, c'est la vérité. Les victoires amènent de la confiance et c'est vrai qu'on jouait de plus en plus libéré. Et après, voilà, on s'était fixé l'objectif de se maintenir. Après, quand on a vu que l'objectif du maintien, il était quasiment acquis, qu'on a vu qu'on n'était pas loin du haut du tableau, on s'est dit ben, pourquoi pas, sans y penser forcément, comme on y pense aujourd'hui, mais on s'est dit pourquoi pas, on a pris match après match. Et c'est vrai que voilà, on a réussi à gagner match après match et on se retrouve aujourd'hui dans cette position. Rémi Sergio, le Marseillais, qui nous régale au même titre que Timothée Toflib, l'ancien Parisien, et puis bien sûr Maxime Blanc, cette fameuse petite patte. Bravo à vous, messieurs. Évoquons l'autre match, et là, c'est pas une bonne opération pour l'US Orléans, la deuxième défaite consécutive des Guêpes depuis son retour du Covid, des Guêpes qui avaient fort à faire, Vincent, en déplacement chez des Sétois intraitables à domicile, où Marc Camara inscrit l'unique but du match à l'heure de jeu sur penalty. Ouais, ben c'est pas rien, c'est pas pour rien en fait que les Sétois ont le 3e bilan à domicile pour un promu. C'est juste impressionnant. Cette équipe, en fait, tout au long de la saison, elle aura rivalisé avec tout le monde. Elle aura fait juste une saison magnifique et comme elle est déjà sauvée, ça promet aussi une très belle deuxième saison nationale. Nicolas Guibal, il aura le temps encore de peaufiner, même si il n'y a pas grand-chose à changer dans cette équipe, avec surtout un état d'esprit irréprochable du début à la fin. Au contraire, en fait, les Orléanais, eux, avec leur deuxième défaite consécutive, peinent un peu en cette fin de championnat et malheureusement pour eux, c'est certainement au plus mauvais moment de la saison, même si elle peut déjà se rattraper ce vendredi en match retard face au Mans. Et si le Covid avait un impact en tout cas sur ce sprint final et vis-à-vis de l'US Orléans. Vous avez parlé de Nicolas Guibal, Vincent, on va l'entendre 2 fois dans cette émission. Nicolas Guibal qui revenait déjà dans un premier temps sur le scénario d'un match qui quand même aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Le résultat nul n'aurait pas été démérité pour l'une et l'autre des deux équipes, mais c'est vrai que quand on arrive à obtenir la victoire sur un penalty, quand c'est pour nous, bien entendu, on est super heureux. Je pense que l'équipe d'Orléans doit être plus frustrée que nous aujourd'hui, puisqu'en plus, avec leurs ambitions d'aller chercher la 3e place, c'est un coup d'arrêt qu'on leur a mis. Mais voilà, nous, l'objectif aussi, c'était d'essayer pas se venger, mais de retourner la situation des matchs allés. Quand je parlais de cette saison compliquée, je pense aussi qu'il y a des joueurs qui ont soutenu le groupe, en fait. Des joueurs qui étaient dans le groupe, qui n'ont pas forcément eu leur temps de jeu. Donc peut-être que sur ces 2 derniers matchs, on va essayer de faire un mixte entre les deux pour pouvoir récompenser aujourd'hui les joueurs qui n'ont rien lâché et qui ont soutenu les autres pour arriver à ce dénouement. On sort un petit peu du contexte sportif où tout va très bien, mon cher Vincent, du côté du FC 7 pour parler justement de l'avenir de Nicolas Guibal. Une question a occupé toute l'actualité sétoise et des Dauphins tout au long de la semaine. Est-ce que Nicolas Guibal sera encore l'entraîneur sétois l'année prochaine? Voici une première réponse. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est un petit peu le flou. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus aujourd'hui. En termes de résultats, moi, j'ai rempli mes objectifs. Je suis pas plus inquiet que ça. Il est vrai qu'aujourd'hui, à 7, les choses bougent. Vous savez, 7, c'est un club un peu particulier, historique, mais particulier, où il y a souvent des choses qui sortent d'un coup. En fait, quand tout va bien, on cherche que ça aille mal, et quand tout va mal, des fois, on cherche que ça aille bien. Mais bon, écoutez, là, aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que moi, aujourd'hui, je suis très content du travail accompli et je suis très content des groupes et des joueurs qu'on a eu et qui nous ont permis d'obtenir ce maintien. Nicolas Guibal, bien sûr, qui répondait aux questions de Pavel Klozar. On souhaite bien sûr que Nicolas Guibal ait le droit à une deuxième chance aussi en tant qu'entraîneur dans ce championnat de national. Il a connu une saison en tant que joueur. C'était sa première saison en tant qu'entraîneur et on va le voir tout à l'heure dans le classement. Ça roule plutôt du côté du FC 7. On passe à une fin de série cette fois-ci. Fin de série pour l'USBCO qui restait sur 11 matchs sans défaite depuis février. Maggiotti et Jarju, les 2 buteurs côté Choletais. Abdeljelil avait réduit la marque
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Vincent? Eh ben, les Choletais, en fait, ont joué le jeu, et puis ont joué le jeu, mais alors vraiment de fort belle manière. Ils ont, tu l'as dit, mis fin à cette belle série boulonnaise en jouant très très haut, en pressant tout le temps, en marquant 2 buts très rapidement. En 20 minutes de temps, les 2 buts avaient été mis, puis juste après la 30e et l'expulsion de Béguin, ça devenait un peu compliqué, encore plus compliqué pour les Boulonnais. Alors, même s'ils ont réussi à réduire l'écart, pour les Boulonnais, il leur reste encore 2 matchs pour voilà, essayer de se sauver mathématiquement sans attendre les annonces de la fédération. Et puis les Choletais, mine de rien, qui se relancent aussi pour cette course au podium. Et regardez ce travail de James Eto'o sur le côté droit. Il est face à 3 joueurs, il arrive à centrer et c'est parfaitement délivré pour Abdeljelil qui est parti réduire la marque. Mais le score à ce moment-là est scellé et l'US Boulogne-Côte d'Opale qui ne reviendra pas dans cette rencontre. Justement, Vincent, Frédéric Touchard, vous savez, la voix du Nord, c'est comme ça qu'on l'appelle sur FFF TV. Frédéric Touchard a eu l'occasion d'aller rencontrer le coach choletais, Stéphane Rossi, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il quittait le SOC à la fin de cette saison. Fred Touchard n'a pas évoqué le match, son scénario et son issue, mais a plus voulu lui tendre la perche pour évoquer la montée de son ancien club, le Sporting Club de Bastia. Et regardez la grande classe, encore une fois, de Stéphane Rossi. Forcément. Quand vous êtes né à Bastia, quand vous avez fait toutes vos armes en Corse, évidemment, on ne peut être que supporter du Sporting Club de Bastia. Voilà. Et oui, ça me fait plaisir que l'institution retrouve son standing en Ligue 2, d'abord en Ligue 2, et puis j'espère que ça sera une courte étape et qu'ils retrouveront la Ligue 1 rapidement, parce que c'est un club, un public, un engouement particulier qui mérite de voir des équipes de très haut niveau à Foriani. Écoutez, quand on a fait appel à moi en 2017, il y avait quasiment plus rien. Il restait très peu de joueurs, il restait 5 joueurs licenciés au club, c'était des 17 ans qui passaient en 19 ans, donc il a fallu reconstruire un effectif. Et aujourd'hui, l'effectif qui va accéder en Ligue 2, je connais 80% ou 85% de cet effectif-là qui a travaillé avec moi. Et oui, puisque pour vous refaire l'histoire, Stéphane Rossi avait repris le Sporting Club de Bastia à sa redescente en National 3, l'avait emmené en National 2 et il y avait eu un tournant l'année de la montée de National 3 à National 2 puisque c'est là qu'il avait fait venir notamment pas mal d'anciens du CA Bastia et d'autres joueurs aussi également évoluant dans la région et qui connaissaient ce championnat National 2, National 1 et il avait cédé bien évidemment son fauteuil à Mathieu Chabert en cours de saison l'année dernière. Allez, un dernier résultat dans cette 32e journée du championnat national. Concarneau qui se replace dans la course à la montée avec une victoire nette et sans bavure 3-0 contre Créteil qui s'enlise de son côté. C'est 5-1 qui avait ouvert la marque avant le doublé de Monsieur Fed El Koumisti. Oui, et justement, l'ouverture de 5-1, on a l'impression qu'elle a assommé définitivement sur cette rencontre les Cristoliens. Alors je dis ça parce que jouer 4 matchs en 10 jours, c'est très compliqué pour les hommes de Manu Dacosta. Qui a été durement touché, lui, tout au long de la saison. Enfin, l'effectif cristolien durement touché tout au long de la saison, avec pas mal d'absents. Alors, quand on a autant d'absents, quand on a joué 4 matchs comme ça en 10 jours, je le disais, on essaye de pallier la fraîcheur par l'envie, par le cœur. Et là, malheureusement, avec cette ouverture de score beaucoup trop rapide, ça les a un peu tués. Alors, effectivement, Concarneau derrière a bien fait le job, et surtout, comme tu l'as dit, El Koumisti. Et je suis content pour lui, et il a mis un joli doublé. Exactement. Fed El Koumisti, justement, son premier but, je propose qu'on le regarde, parce que c'est pas mal. Attention, Yohan Bilingui pour Fed El Koumisti qui s'emmène bien le ballon. Fed El Koumisti, le but, elle est dedans, le 2-0, Fed El Koumisti. Elle est parfaitement construite, et ce toucher de balle, cette feinte de corps de Fed El Koumisti est parfaite. Le pauvre Stéphane Véron est battu. Ça fait tout simplement 2-0 pour l'US Concarneau. Fed El Koumisti, Vincent, faut en parler parce que c'est l'homme en forme quand même de ce mois d'avril du côté de l'US Concarneau. Et je n'oublie pas qu'il a dit au micro de Canal+ face au Red Star contre qui il avait déjà marqué, qu'il avait tendance à pas mal marquer lorsque les caméras de Canal étaient là,
Bah là, on a vu que devant FFF TV, ça se débrouillait plutôt pas mal aussi. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus c'est un excellent joueur, c'est un très bon buteur. Alors je suis content pour lui, je le disais parce que dans la saison il a eu des pépins physiques à un moment donné. Il a été aussi à un moment donné en manque de réussite. Et là, les 2 buts qu'il a mis en fait sont juste magnifiques. Alors le pied gauche enroulé en enrhumant son défenseur, il est magnifique. Mais même le 3e but de l'équipe de Concarneau où Koumissi part seul et où il ouvre le pied droit, c'est pas donné à tout le monde. Il y a un autre garçon qui réalise une très très belle saison du côté de l'US Concarneau et on l'aime bien parce qu'il adore la Formule 1 et ça c'est forcément, ça crée des liens. C'est Vincent Viau, le gardien de l'US Concarneau qui répondait là encore une fois aux questions de Pavel Klosar. Que ça s'est compliqué à partir du moment où on a laissé filer des points à Laval. Après, aujourd'hui on sait que on dépend pas que de nous, quoi. Même si on gagne ces 2 matchs, il faut qu'il y ait un faux pas de Villefranche. Il y a Le Mans qui est en train de revenir aussi. Donc bon, nous, on sait qu'on va tout faire pour finir le mieux possible. Après, tout ne dépend pas de nous et c'est ça qui est dommage. C'était un match important. Après, c'est un match qui pouvait tourner des 2 côtés. Donc, ça n'a pas basculé pour nous. On a manqué d'efficacité peut-être dans les 2 zones. Eux ont eu plus des réussites. Mais ça n'a pas affecté l'effectif, non. On a eu l'envie de repartir fort dès ce week-end passé là. Donc on voulait remettre un coup de collier pour repartir en avant. Après, il n'y avait pas un sentiment d'abattement ou quoi dans le vestiaire en début de semaine, loin de là. Hein. Alors on a la chance d'avoir un gardien avec nous aujourd'hui en plateau, comme chaque semaine. Oui, ancien, mais vous jouez encore un petit peu, Vincent, je le sais. Excusez-moi, j'ai complètement perdu mon truc. Vincent Viau, je sais que c'est l'un de vos coups de cœur au poste, en tout cas sur cette saison également. Ouais, moi c'est vrai que Vincent Viau, en fait, depuis le début de la saison, en fait, on s'aperçoit que à chaque fois qu'il y a eu résultat de Concarneau, bien souvent il a été dans les bons coups, il a réalisé des arrêts extraordinaires. Mais au-delà des arrêts, puisque quand on est gardien, on est censé faire des arrêts, ce que j'apprécie, c'est sa classe, son sang-froid, et puis voilà, il est toujours serein. Exactement. Allez, avant le début bien sûr de l'affiche Canal+ Sport, c'est dans un petit peu moins d'une demi-heure et c'est le Red Star qui va jouer véritablement sa peau face à Quevilly en métropole. On va en parler dans quelques instants, mais on fait avant cela un point sur le classement dans le championnat national avec Bastia leader, égalité de points avec QRM. Après la confrontation de ce soir entre le Red Star et QRM, les hommes de Mathieu Chabert auront encore un match en retard. Ces 2 équipes sont assurées d'ores et déjà de monter en Ligue 2. Dans la lutte à la 3e place, Villefranche compte 4 points d'avance sur Concarneau et 6 sur Orléans et le Red Star qui comptent tous 2 un match en moins. N'oublions pas non plus Le Mans à 7 points de Villefranche, mais avec 2 matchs en retard. Et puis on saluera la 7e place aussi également du FC7. Avant d'évoquer, je vous le disais, ce match, cette affiche Canal+ Sport dès 19h avec l'objectif barrage désormais dans la tête de tout le monde, peut-être l'objectif champion aussi également pour Quevilly en métropole, je dis peut-être, mais c'est même certain, connaissant bien sûr Bruno Irles. Je vous propose tout de suite de retrouver notre invité, le bison, Stéphane Lambez. Notre invité est l'une des références à son poste et n'était pas à la base programmé pour évoluer en championnat national. Formé dans son club de cœur, le Paris Saint-Germain, ce latéral droit a connu le faste de la capitale sous l'ère QSI, puis la galère et un rebond en National 3. Revenu de l'enfer, ce grand professionnel que l'on surnomme le Bison est aussi l'un des sourires du national, l'un des plus grands ambianceurs. Bonjour Stéphane Lambez, pardon, j'avais oublié de vous citer. Bonjour Stéphane, comment ça va surtout? Comment vas-tu? Salut Manu, ça va? Ça va impeccable, je te remercie. On va commencer avec une question forcément un petit peu qui fâche. Cette semaine compliquée du côté de l'USO avec deux défaites consécutives qui arrivent au pire moment. On a presque l'impression que le Covid vous a un peu coupé les ailes alors que vous étiez dans une super dynamique. Ouais, c'est sûr. On savait que ça allait être compliqué. Après, franchement, là, les 2 défaites, elles font mal un peu. Après, voilà, on a un match contre le Mans vendredi. Il faut absolument le gagner pour rester vraiment dans la course, essayer d'accrocher les barrages. Il y a une infime chance de les faire, quoi. Mais après, ça dépend peu de nous. Mais pourquoi pas gagner les matchs et voir ce qui va se passer après. Stéphane, parlons un peu de toi. On a lourdement insisté sur ce surnom, le Bison, mais explique-nous d'où il vient. Le Bison, ça part de ma venue au PSG. J'étais, on va dire, un peu costaud, un peu à mon âge. Et je jouais à ce moment-là, je jouais pas latéral, je jouais offensif, j'étais un attaquant. Donc, je fonçais un peu dans tout. Donc,
On m'appelle le bison, ça part de là. Parlons de ton passage au PSG, Stéphane. En fait, tu passes une détection à l'INEF et quand tu portes le maillot du PSG, tu dis là, c'est mon rêve de gosse qui se réalise. Ouais, franchement, ouais, au bout du troisième tour, je crois, je suis contacté par le PSG. Donc voilà, quand j'entends ça, je serais comme un fou parce que moi, c'est depuis tout petit, c'est Paris, 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 je veux rien entendre. Et ouais, dès que j'ai signé, déjà, ils m'ont ramené mon maillot. Je suis arrivé là-bas, j'étais comme un gosse, j'étais des étoiles plein partout dans les yeux. Et voilà, même quand tu as ta première dotation du PSG, tu es fier. Franchement, tu es fier et tout. Tu vois tout ce que tu as. Tu vois vraiment, c'est ton club, quoi. C'était mon club. C'est toujours mon club. Donc, et voilà. Avec Manu, on a bien eu la chance de suivre ta génération. J'ai noté les noms: Coman, Rabiot, Kipembe, Ogenda, Maignan, Rolly Pereira. Et ensemble, vous avez connu l'arrivée d'Ancelotti et puis la structuration de QSI. Ce qui nous marque plus, c'est le professionnalisme. Franchement, c'est des vrais professionnels, même leur manière de travailler, c'est carré. Et même quand ils sont arrivés, en fait, sur l'RQSI, dès qu'ils sont arrivés, même nous, notre fonctionnement de travail, par exemple, ça a changé. Tout a changé. Vraiment, tout a changé. On avait des GPS, on était contrôlés vraiment. Tout ce qu'on faisait, on avait tout. Et voilà, après, tu peux le voir là, il y a beaucoup de joueurs encore qui sortent. Mais franchement, c'est vraiment très professionnel. Et même au niveau des jeunes, quand je vois au niveau du staff, au niveau des joueurs, au niveau de tout ce qu'ils ont, franchement, ils ont vraiment de la chance d'être dans un centre de formation comme ça, puisque dans les autres clubs, c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment pas du tout comme ça. Et être au PSG aujourd'hui, c'est vraiment une chance. Et après, on peut dire que tu trouves une porte de sortie. Après, il y en a, ils arrivent pas à en trouver, malheureusement. Mais la majorité des joueurs, ils arrivent à en trouver. Justement, Stéphane, toi, tu as signé professionnel au Paris Saint-Germain. Vincent le disait, on a eu la chance en plus de commenter cette génération absolument incroyable à l'époque sur les antennes de PSG TV. Mais tu as connu aussi la galère après la fin de ce contrat professionnel, le fait de rebondir, d'essayer de repartir en National 3 à l'époque du côté de Blois. Tu as retrouvé le chemin également du professionnalisme par la suite parce que tu as été convaincant du côté de Blois. Tu es parti au FC Lorient. Malheureusement, on t'a pas fait beaucoup confiance là-bas. Moi, je suis vraiment un joueur étape par étape. J'étais vraiment étape par étape. Après, j'ai pas trouvé. Après, le fait de repartir en N3, franchement, ça te remet les idées en place parce que tu vois, tu joues avec des joueurs qui travaillent. Moi, je connaissais pas ça avant. Donc, voilà, tu vois la réalité des choses et après, tu te bats. Tu es obligé de te battre. Après, c'est toi et ta tête. C'est toi et ton mental. Si tu as envie de remonter, tu remonteras. Si tu n'as pas envie, tu vas te laisser couler, quoi. Alors quand on parle aux gens qui te connaissent, ils nous parlent toujours bien sûr de ton côté très professionnel, très travailleur, mais il y a aussi un autre aspect qu'on veut absolument évoquer avec toi, c'est le côté ambianceur. Le sourire du national, c'est l'habitude, c'est comme ça généralement qu'on t'appelle quand on a l'occasion bien sûr de te commenter. L'homme aux facéties dans le vestiaire, l'homme qui est toujours là un petit peu à chambrer, celui qui gère aussi un petit peu la musique. Qu'est-ce que cet aspect de ta personnalité dit de ta vie et de ton histoire ? Après, je pense que c'est famille. Franchement, chez moi, je suis pareil. Avec mes sœurs, c'est exactement pareil. Et j'essaye d'évacuer comme ça, même quand ça va pas. Par exemple, on a perdu, voilà, et mettre la musique, faire un peu rigoler les gens. Voilà, quoi. Ça, c'est moi et ça fait partie de moi-même, quoi. C'est ancré en moi. Tu as joué en équipe de France jeune et aujourd'hui, tu es en sélection d'Haïti avec qui tu as eu la chance de faire une Copa América en 2016. Et tu dis souvent que cette compétition a été un déclic pour toi. Tu vois vraiment le haut niveau. Franchement, tu vois les plus grands, quoi. Tu joues contre les joueurs qui font la Ligue des Champions, qui font les plus grosses compétitions. Donc, niveau travail, tu vois, c'est vraiment le summum. Et on avait fait un match contre l'Équateur, je crois, j'avais joué. Et franchement, 90 minutes, j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Pour eux, c'était normal, c'était vraiment normal. Il y avait Valencia qui était à United, il y avait beaucoup de joueurs. Et voilà, le rythme, il n'est pas pareil. Et là, tu prends une claque, quoi. Tu te dis, ah ouais, waouh. Moi, je sortais de la réserve, je me suis dit, je sortais du PSG, quoi. Je me suis dit, voilà, ça va passer, mais non, quoi. Faut vraiment, c'est vraiment des gros bosseurs. Et sur cette compétition-là, j'ai senti que si tu veux aller là-haut, il faut vraiment être un acharné dans ta tête et vraiment bosser pour y arriver. C'est tout.
Alors justement, qu'est-ce qui te manque pour aller plus haut? Ce qui me manque peut-être, c'est un peu plus être décisif. Après, là, niveau passe D et tout, c'est pas moi qui, ça compte pas que sur moi aussi, mais après, peut-être plus de régularité, je pourrais pas forcément te dire peut-être plus de puissance. Aujourd'hui, je trouve que d'année en année, je passe des paliers. Et voilà, aujourd'hui, je suis en national. Peut-être demain, je serai en Ligue 1, peut-être demain, je serai en Ligue 2, mais la chose que je sais, c'est que je vais jamais renoncer parce que quand j'ai quitté le PSG, j'étais dans une galère, pas possible. J'ai eu un enfant, c'est-à-dire j'ai eu mon petit garçon, j'étais au chômage et j'avais pas de club. Donc voilà, quoi, je rentre dans ma cité, on va dire, mon quartier. Ouais, tu fais quoi? Voilà. Donc voilà, et personnellement, je me suis forgé un mental et je me dis que rien n'est fini, c'est juste le commencement. Même si aujourd'hui j'ai que 25 ans, je me dis que voilà, quoi. La seule chose à faire, c'est travailler même dans les moments où ça va pas. C'est travailler, faire un travail sur moi d'ailleurs. Et voilà, quoi, pourquoi pas y arriver. On se rappelle de ton passage réussi lorsque tu as été prêté du côté du Stade Lavallois il y a 2 saisons. Pour nous, après voilà, peut-être qu'on n'est pas objectif. Tu fais partie des références en tout cas à ton poste en championnat national. C'est quoi ta vision de ce championnat qui pourrait te servir, pourquoi pas de tremplin pour la suite? Ah bah après, ouais, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Après, franchement, ce championnat-là, il m'a beaucoup surpris parce que c'est un championnat très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Franchement, ma première année à Laval, c'était un choc pour moi puisque tu pouvais battre une équipe et elle peut être dernière comme Villefranche, là, ce qu'ils ont fait. Donc, ça, en Ligue 1, en Ligue 1, Ligue 2, tu ne le vois pas forcément. Donc, franchement, il y a des très bons joueurs en national. Et voilà, il y en a qui n'ont pas eu leur chance. Et voilà, mais je trouve que j'espère en tout cas pas revenir dans le championnat-là et repartir en Ligue 2. Mais voilà. Et on te le souhaite, bien évidemment, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il paraît qu'on va se recroiser en plus cette semaine. Donc ça tombe bien. On a déjà hâte, bien sûr, d'être sur ce match, on le rappelle. US Orléans qui accueille Le Mans. Ça va être, encore une fois, très intéressant. Ce sera vendredi sur les antennes d'FFF TV. Salut Stéphane, prends soin de toi. Merci pour tout, surtout. Merci beaucoup, Manu. Voilà pour l'entretien, bien sûr, avec Stéphane Lambez. C'est vrai que les latéraux, on les a pas encore mis beaucoup en évidence et en valeur depuis le début de cette saison. Un match reste à jouer dans cette 32e journée du championnat national. Et là, attention, c'est un énorme choc. Coup d'envoi 19h. Le Stade Bauer, il est juste derrière nous. D'ailleurs, Vincent, il va falloir qu'on fasse vite parce que j'aimerais bien ne pas rater le coup d'envoi de ce match, bien évidemment. Le Red Star accueille Quevilly, Rouen Métropole. L'équation, elle est très simple. D'un côté, pour le Red Star, c'est victoire obligatoire pour continuer d'exister dans cette course au barrage. Et puis de l'autre, pour Quevilly, Rouen Métropole, c'est peut-être l'une des dernières occasions d'aller mettre la pression sur le Sporting Club de Bastia en vue de jouer le titre. D'autant plus que je vous rappelle qu'en 33e journée, ça sera d'ailleurs à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV, eh bien QRM va accueillir le Sporting Club de Bastia. Qu'est-ce que vous voyez dans ce match? Comment vous analysez les faits, Vincent, avant le début de cette 32e journée pour ces deux équipes? On sait, le problème du Red Star dans cette année civile 2021, ça ne gagne pas assez. Bah oui, alors c'est vrai qu'ils peuvent s'en mordre un peu les doigts, les Odoniens, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait 4 matchs retard et qu'on les voyait bien s'installer à cette place sur le podium. Et puis à force de se dire, bon, c'est pas grave, il reste 3 matchs, c'est pas grave, il reste 2 matchs, et ben derrière, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas pris tant de points que ça, et on commence à douter, et puis quand le doute s'installe, c'est compliqué de renverser la vapeur. Aujourd'hui, il y a avec les résultats des uns et des autres, les Odoniens ont encore potentiellement la chance de pouvoir disputer ce barrage, même si elle n'a pas forcément les cartes en main, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment la dernière chance. Elle est capable de s'imposer à domicile face à une équipe de QRM qui est déjà sûre de monter en Ligue 2. Alors, la différence avec le Sporting Club de Bastia, c'est que les Normands ont eu quasiment une semaine pour récupérer, pour digérer le fait que voilà, ça y est, ils sont en Ligue 2. Donc, il risque d'y avoir beaucoup plus d'envie aujourd'hui aussi de la part des Normands qui aimeraient bien quand même, à mon avis, et surtout Bruno Alès, je pense qu'il aimerait bien aller titiller ce titre de champion national. N'oublions pas une chose, les amis, quand on parle de la dynamique aussi également du Red Star, n'oublions pas que la dynamique, elle est plutôt bonne, et notamment depuis le match du SO Cholet, où on l'avait dit, pour nous, c'était un match référence, bien sûr, à domicile.
Et puis aussi, moi j'ai lu des choses sur les réseaux sociaux sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. On a parlé de mauvaises opérations pour le Red Star sur la pelouse du FC Annecy. Annecy, sur le mois, ils ont embêté tous les gros et quelque part le Red Star est allé prendre des points là où beaucoup en ont perdu. La preuve, le Sporting Club de Bastia a concédé les 3 points même à domicile. Donc attention, ça va être un énorme choc. Puis on rappellera aussi que le Red Star aime les gros dans le championnat national. Exactement. C'est une équipe en fait qui a toujours fait en tout cas bonne figure et c'est une équipe qui aime jouer. Alors c'est vrai qu'on l'a souvent dit, le problème du terrain synthétique, c'est que ça favorise pas forcément le jeu au sol. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on va avoir un gros match ce soir. Bref, écoutez, je vous en dis pas plus. Rendez-vous à 19h sur Canal Plus Sport et nous, on va essayer d'aller très vite parce que moi, je vais aller au Stade Beauvoir pour ne pas rater ça. C'est une certitude. Mais avant cela, je sais que vous l'attendez depuis le début de cette émission. Certains ne regardent l'émission que pour ça. C'est l'heure des nommés aux meilleurs joueurs, bien sûr, du championnat national pour le mois d'avril 2021. Oui, ça y est, on y arrive. C'est peut-être le mois qui a posé le plus de problèmes, en tout cas aux journalistes FFF TV, pour faire une sélection. Ça a duré jusqu'à très tard dans la nuit hier soir. Beaucoup de joueurs, en tout cas, auraient mérité d'y figurer. On va tout de suite dire ceux qui n'y sont pas. Timothée Toflib, Rémi Sergio aussi également, qui aurait mérité d'apparaître dans ce classement, très honnêtement. Fedel Koumisti aussi également, qui a réalisé un superbe mois d'avril 2021. Il n'est pas dans cette sélection, malheureusement pour lui. Mais on va découvrir ensemble qui sont ces 3 nommés. Et on va commencer. Alors, l'ordre, je vous tiens à vous le rappeler, il est fait par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence, bien évidemment. 3 nommés. Et je vous rappelle aussi également que le vote, désormais, il est entre vos mains. À 50%, il se fera sur les réseaux sociaux, le Facebook du championnat national de football, le compte Twitter de la Fédération française de football. Et les autres 50%, ce sera la décision des entraîneurs du championnat national. Premier nommé même, Miguel Alfarella, le garçon qui a prouvé qu'il était un poison face aux gros du championnat. On parlait de la belle dynamique du FC Annecy sur ce mois d'avril qui peut espérer se maintenir, ce qui n'était quand même pas gagné il y a encore quelques mois. Miguel Alfarella, il a quand même accroché à son tableau des équipes comme QRM, le Red Star, Bastia et même Cholet. Un but et une passe décisive sur le mois. C'est véritablement l'homme qui a tiré son équipe vers le haut. Le choix s'est aussi fait à travers Miguel Alfarella sur la dynamique du FC Annecy sur ce mois d'avril et sur cet incroyable comeback, certains diront remontada du Fessé dans le Money Time en tout cas de ce championnat. On rappellera que Miguel Alfarella a été blessé dans cette saison, a été touché par la Covid, a mis du temps à revenir, n'était pas titulaire en ce début de saison 2020-2021 et il est désormais le meilleur buteur du FC Annecy, le maître à jouer qu'on vous présentait d'ailleurs il y a encore quelques semaines du côté du débrief. Voilà pour le premier nommé, Monsieur Miguel Alfarella. Deuxième nommé, regardons ça ensemble tout de suite, Rémi Bonenfant, le latéral bien sûr, du côté du FCVB qui nous a déjà fait une énorme impression face à l'US Orléans contre qui il a marqué la semaine dernière. Rémi Bonenfant, c'est quand même 2 buts, une passe décisive avec une dynamique incroyable également pour son équipe caladoise de 4 matchs et 4 victoires. Il a réalisé un sans faute au mois d'avril puisqu'il a été lui-même décisif dans la course au barrage. Quand même, 2 buts, une passe décisive, c'est des stats très impressionnantes pour un latéral droit. Un garçon qui a beaucoup apporté, notamment on l'a vu cette semaine Vincent contre Orléans où il a marqué dans le Money Time le but du chaos. En tout cas, il avait également marqué contre le Stade Lavallois. Rémi Bonenfant qui est peut-être, on parlait tout à l'heure de Stéphane Lambès comme une référence à son poste. C'est vrai que Rémi Bonenfant, il y a un petit peu plus de continuité, on va dire, dans ses performances et il pourrait figurer dans l'équipe type à l'issue de cette saison 2020-2021. Ouais, et puis comparativement à Lambès qui est un vrai latéral droit, Bonenfant, lui, c'est dans un 3-5-2, donc forcément lui, alors j'espère pour Hervé Della Maggiore qu'il va réussir à le conserver, mais j'imagine que quand on a un système à 3-5-2, Bonenfant, je pense qu'il doit être sur les tableaux de pas mal de coachs. Ouais, on l'imagine en tout cas et on lui souhaite. C'était le deuxième nommé, regardons le troisième. Et c'est un attaquant, Monsieur Othman Dadoun. On l'a souvent présenté, Vincent, comme le Scottie Pippen de Quevilly en métropole et d'Andrew Young, mais en l'absence du meilleur buteur du championnat, il s'est mué en véritable leader. 4 buts sur le mois, dont un triplé contre le Sporting Club de Lyon. C'est lui qui est allé arracher également le nul décisif du côté du FC Bastia Borgo qui a offert la montée à son équipe la semaine dernière. Othman Dadoun qui avait connu
une précédente expérience du côté de Chambly, une montée d'ailleurs en Ligue 2. Il avait connu aussi une expérience la saison dernière du côté de Villefranche. Et on ne cesse de le répéter, cette association Othman Dadoun, Andrew Young, elle nous régale. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un duo comme ça aussi prolifique en tête, en attaque, on va dire, pour un club de national. On rappellera qu'Andrew Young, que Othman Dadoun, on les confond même, que Othman Dadoun est désormais le 3e meilleur buteur de ce championnat national. Et quand on voit le travail qu'il a bas sur le front de l'attaque, ça en est presque surprenant. Ouais, c'est surprenant, mais c'est vrai que Othman Dadoun, c'est un très très gros travailleur. La doublette avec Andrew Young, tu l'as dit, elle est juste merveilleuse. Moi, en tant que consultant, donc ça fait quasiment 10 ans que je suis avec toi Manu, et en tant que joueur, j'ai rarement vu une doublette pareille, une doublette que j'adore parce que à deux sont capables de tout faire. Et ce qui est encore plus intéressant concernant Othman Dadoun, c'est que malgré l'absence de Andrew Young, certains auraient pu penser que Dadoun ne va pas sans Young ou Young ne va pas sans Dadoun. En tous les cas, là, on a eu la réponse parce que Dadoun, il a réussi à être décisif aussi sans son pote. Vous connaissez donc les 3 nommés pour le titre, bien sûr, de meilleur joueur sur ce mois d'avril 2021. Miguel Alfarella, l'attaquant du côté du FC Annecy. Rémi Bonenfant, le latéral droit du FC Villefranche Beaujolais. Et puis le 3e, Monsieur Othman Dadoun, alias Scottie Pippen. Voilà, c'est son petit nom. On aime bien rigoler avec ça. Et bien évidemment, Othman Dadoun, l'attaquant de Quevilly en métropole. Je vous rappelle, pour voter, 50%, c'est vous, le public, qui faites la décision. Championnat national de football, ça se passe sur Facebook. Le compte Twitter aussi également de la Fédération française de football. Et puis à 50 autres % se fera la décision par le vote des coachs. On aura une réponse avant la semaine prochaine et on vous dévoilera l'identité du lauréat dans le prochain débrief. D'ailleurs, le prochain débrief, il ne sera pas retrouvé le lundi parce qu'on sera sur les terrains. Je vous rappelle que l'ensemble des matchs, même les affiches prises par Canal+ Sport, seront diffusées en direct et en intégralité sur les antennes de FFF TV pour vous permettre de voir chacun de ces matchs en entier. C'est notamment bien sûr pour les supporters aficionados de leur club pour qu'ils ne puissent pas rater une miette de cette course au maintien, de cette course aussi également au barrage et de la course au titre de champion. On a d'ailleurs l'honneur de pouvoir commenter le match entre Quevilly en métropole et le Sporting Club de Bastia. Je n'endors plus la nuit, mon cher Vincent. Voilà, on peut le dire. Et puis, donc lundi, ça sera la 33e journée avec tous les matchs en simultané. Et puis mardi, on se retrouvera pour débriefer tout ça. Ce sera d'ailleurs le dernier débrief de la saison parce que le 17, on aura rendez-vous du côté de Clairefontaine pour les trophées du national. Je peux vous dire, on prépare plein de surprises. Merci Vincent. Merci Manu. Merci à Pavel Closard aussi également qui a fait un super boulot dans le cadre de cette émission. Avant de se quitter, zapping un petit peu différent cette semaine parce que d'habitude on vous montre les coulisses un peu du fonctionnement et de la semaine de vos clubs préférés, mais cette semaine il s'est quand même passé quelque chose d'extraordinaire. Le Sporting Club de Bastia revient en Ligue 2 et il y a des images qui nous ont remonté le moral dans ces temps de Covid. Alors on vous a fait comme ça pêle-mêle un zapping d'une semaine bastiaise tout à fait particulière. Prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve dès la semaine prochaine, dès vendredi d'ailleurs pour un match en retard. Salut. Ça va les gars?